Bonjour, bienvenue à ce webinaire animé par Pixia. Donc, nous sommes deux à l'animer, donc je vais me présenter rapidement. Donc, Marc Del Fabro, donc je suis un des fondateurs et le président de Pixia. Pixia, c'est une jeune société qui a été créée il y a 18 mois et qui se positionne comme fournisseur de solutions SD-WAN as a service, mais uniquement wholesale. On s'adresse aux intégrateurs, aux opérateurs de services, aux prestataires informatiques. Voilà. Et donc Nicolas Bailly, je suis business developer au sein de Pixia. Donc l'objet de ce webinaire, donc je vais faire une petite introduction. Alors déjà de façon pratique, n'hésitez pas, vous avez normalement de quoi faire poser des questions en ligne et faire un chat et surtout intervenir si il y a des problèmes au niveau de l'affichage ou éventuellement au niveau de la qualité sonore. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont connectés, si quelques-uns peuvent nous faire un retour comme quoi, un, vous voyez bien le slide qui est affiché, et deux, vous nous entendez bien, ça nous permettrait de confirmer qu'il n'y a pas de problème technique. Donc l'objet de ce webinaire, c'est pas de présenter ce qu'est le SD-WAN, la technologie, éventuellement les acteurs, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de webinars ou de livres blancs qui ont été publiés autour du SD-WAN. C'est plutôt de faire un constat par rapport au niveau d'adoption de cette technologie sur le marché des réseaux d'entreprise et notamment en France, de se faire un point par rapport à toutes les études faites par les analystes, où on en est, et puis surtout de voir, donc notamment c'est Nicolas qui développera cette partie-là, si l'année 2020 est une année charnière par rapport à ce marché. Alors est-ce que tout le monde entend bien et voit bien? Ok, voilà, oui, si je ne m'étais pas mis sur le chat, pardon, c'est moi qui... ça serait pas plus mal. Alors, ce qu'on a intitulé un petit peu la prévision météo du SD-WAN, puisque c'est une nouvelle façon de concevoir les réseaux d'entreprise. Donc, SD-WAN, c'est Software Defined WAN, donc en gros, c'est mettre en place des réseaux définis par logiciel, ce qu'on appelle des réseaux overlay, au-dessus des réseaux de transport. Et c'est vrai que pas mal d'études au niveau des analyses, des cabinets d'analyse, que ça soit le Gartner, que ça soit IDC, que ce soit HIS Market, depuis les années 2015 et 2016, font des prévisions avec des taux de progression du SD-WAN de plus de 50% par an. Donc là, vous voyez sur le slide, on a repris quelques prévisions qui dataient de 2016, faites par différents cabinets, où on annonçait que à l'horizon 2020, le marché du SD-WAN serait autour de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors au niveau mondial, bien sûr, et qu'il y aurait effectivement des progressions autour un peu plus de 50% par an. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, début 2020, par rapport à ces prévisions qui ont pu être faites 2016, 2017, 2018, on s'aperçoit que finalement, tous les ans, ces progressions n'étaient pas aussi importantes qu'il était, puisque là, on a repris les derniers chiffres de mi-2019 et on parle plutôt que le marché au niveau mondial ferait autour de 5 milliards de dollars, mais en 2023. Donc, alors qu'en 2016, on nous disait qu'il serait autour de 6 milliards dès 2020. Donc, on voit que les promesses du SD-WAN, pour le moment, sont en retard par rapport aux prévisions, et que l'adoption du SD-WAN, et c'est l'objet un petit peu de ce webinaire, notamment sur le marché français, ne se fait pas aussi rapidement, et que les réseaux MPLS en place n'ont pas migré chez beaucoup de clients. Et donc l'objet de ce webinaire, c'est un petit peu d'analyser pourquoi,
et puis de voir si à l'aube de l'année 2020, il y a une rupture par rapport à ces croissances. Alors, on pourrait dire, effectivement, le SD-WAN ne se développe pas comme le prévoient les analystes, mais est-ce que justement parce que les infrastructures en place, et notamment les infrastructures MPLS des opérateurs en place, alors sachant que on le sait tous, le marché français est quand même dominé par deux gros acteurs que sont Orange et SFR, ont l'air de est-ce que ça répond aux besoins des entreprises? Et en fait, paradoxalement, non. C'est-à-dire que quand on interroge les responsables télécoms et les DSI, ils sont unanimes pour dire que aujourd'hui, les infrastructures WAN, MPLS qui ont été mises en place au début des années 2000 ne répondent plus aux besoins des entreprises parce qu'il y a une externalisation grandissante des applications et que les applications ont migré dans le cloud. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui sur l'infrastructure et la technologie, c'est pas parce que les opérateurs sont mauvais, c'est parce qu'il y a une technologie qui aujourd'hui ne permet pas d'être agile, d'être rapide par rapport au business des entreprises. Puisque en gros, les architectures MPLS ont été déployées en étoile vers le siège de l'entreprise à une époque où il y avait encore des ressources informatiques à l'entreprise et que depuis 2015, toutes les ressources informatiques, les applications ont migré dans les différents clouds publics. Et donc les flux passent sur Internet, alors soit sur les passerelles Internet des backbone opérateurs, soit sur le siège de l'entreprise, mais avec des goulots d'étranglement. Donc ça, c'est le premier point. C'est un des points pour lesquels le WAN n'est pas adapté. Et surtout, l'autre point, c'est que les entreprises, depuis plusieurs années, ont des projets de transformation numérique, ce qui veut dire concrètement que chaque directeur de business unit ou directeur de service ait un petit peu son propre DSI pour ses besoins propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un directeur marketing, il passe plus par le DSI pour acheter sur le cloud des applications qui touchent le développement marketing. Le directeur commercial non plus. Le directeur de la production va acheter des applications sur le cloud concernant la production. Donc, le DSI est vis-à-vis de la direction générale est garant du système d'information, à la fois en termes de performance et de sécurité, sauf qu'il n'est plus le point de passage obligé pour la mise en production de ces applications. C'est-à-dire que en entreprise, depuis 4-5 ans, on consomme l'informatique comme nous-mêmes à titre personnel, on consomme les applications sur nos smartphones. Et les architectures MPLS en place ne permettent pas d'avoir une visibilité applicative pour permettre au DSI de piloter cette façon de consommer de l'IT, ce qu'on appelle aussi les phénomènes de shadow IT, c'est-à-dire que le DSI est complètement aveugle par rapport à la mise en application la mise en production des applications. Donc en fait, on fait le constat que et normalement, le SD-WAN c'est une des promesses du SD-WAN que de répondre à ces problèmes de visibilité. Donc on fait le constat que le SD-WAN, je parle en France, se développe pas aussi vite que prévu. Et quand on interroge les DSI, ils sont unanimes à nous dire oui, mais les architectures en place ne répondent pas à mes problématiques actuelles et à la façon dont on consomme l'informatique. Alors ça, c'est la vision que l'on a en France. C'est pas tout à fait le cas ailleurs et notamment aux États-Unis. Donc là, on a fait un petit focus sur un acteur qui s'appelle Ariaka, alors qui est peu connu en Europe. Donc Ariaka, c'est un. Alors les analystes ont un peu de mal à le classer parce que de temps en temps ils classifient Ariaka au même titre que les fournisseurs de solutions SD-WAN. Donc là vous avez un premier graphe qui représente un peu les parts de marché fin 2018 et puis là vous avez un classement des fournisseurs de solutions SD-WAN à fin Q2 2019. Ariaka, c'est à la fois un éditeur, puisqu'ils ont mis en place leur solution SD-WAN en propre, mais aussi un fournisseur de solutions. Et quand on regarde l'évolution du marché d'Ariaka depuis 2015, Ariaka, aujourd'hui, sur le marché américain, le marché du WAN entreprise aux États-Unis, représente un peu plus de 10%. Et Ariaka a pris ses parts de marché principalement chez deux acteurs, sur le parc MPLS de deux acteurs aux États-Unis, que sont AT&T et Verizon, qu'on pourrait considérer un peu comme le Orange et le SFR aux États-Unis. Et donc on voit que si en France il n'y a pas d'acteurs, d'opérateurs aujourd'hui qui se positionnent pour prendre des parts de marché significatives en étant un pure player SD-WAN, c'est pas le cas aux États-Unis.
Et l'Europe est vue par ces gens-là, par Ariaka et d'autres acteurs, comme un marché à prendre. C'est-à-dire qu'ils font le constat que en Europe, le parc MPLS est toujours bien présent, et que le SD-WAN ne se développe pas comme il était prévu. Donc, c'est des gens qui sont capables de lever des millions de dollars en termes de business. Et donc, c'est des gens qui commencent à regarder avec gourmandise, j'allais dire, le marché européen et notamment le marché français pour faire un peu ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est aller prendre des parts de marché aux opérateurs historiques. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir un petit peu se réveiller. Donc, voilà un petit peu en introduction ce qu'on voulait dire sur ce marché. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas en lui disant, et alors Nicolas, en 2020, c'est une année charnière, est-ce que c'est l'heure de vérité pour le SD-WAN? Que va-t-il se passer? Voilà. Merci Marc. Alors, on va faire un petit parallèle. Souvenez-vous, 2007, l'arrivée de l'iPhone 1 sur le marché. À l'époque, personnellement, moi, j'avais un HTC sous Windows CE. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'iPhone a eu le succès qu'on lui connaît, pour plusieurs facteurs et surtout pour l'alignement de 3 facteurs. Le device en tant que tel amenait une rupture par certaines fonctions comme le multitouch, mais n'était pas suffisant. Par contre, il y a eu également l'évolution de l'infrastructure avec l'arrivée de la 2G, sa compatibilité avec l'infrastructure 2G, et le modèle, la transformation du modèle où Apple a amené son Apple Store avec un modèle par application qui a facilité, qui a amélioré l'expérience utilisateur. Et c'est bien ces 3 facteurs qui ont fait le succès que l'on connaît à l'iPhone et qui a créé l'ère des smartphones. Si on fait un parallèle avec le sujet d'aujourd'hui, la techno SD-WAN ne va pas être seule en fait à jouer et justement va être accompagnée de 2 autres facteurs qui vont créer un vrai service à valeur ajoutée. Et donc ces autres facteurs, c'est le déploiement des nouvelles infrastructures comme le FTTH ou la 5G en plein déploiement, qui vont amener beaucoup de débit pour des prix intéressants. Et également, comme l'a dit Marc, le fait que les architectures en entreprise se changent, les applications migrent dans le cloud, que les utilisateurs maintenant, les différents organismes au sein d'une société peuvent souscrire des applications très facilement et donc au sein et au nez ou à la barbe de la DSI, font que factuellement, le SD-WAN va amener une valeur ajoutée dans ce contexte-là. Et donc, on va parler justement de marché du SD-WAN plutôt de technologie du SD-WAN. Mais pour ce faire, la rupture technologique a besoin de solutions de SD-WAN qu'on va appeler matures, et je vais le développer juste après, c'est-à-dire de solutions de SD-WAN qui amènent les fonctions nécessaires à apporter une valeur ajoutée qui va convaincre les sociétés, les clients, d'utiliser cette technologie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le SD-WAN mature? Alors, certains l'appellent aussi SD-WAN 2.0. Premièrement, c'est forcément, on va retrouver toutes les fonctions, je dirais, classiques du SD-WAN. Donc, elles ont été développées dans beaucoup de séminaires, de webinars. Donc, je vais juste les balayer très rapidement. Mais on retrouve la fameuse fonction de local breakout, et puis bien évidemment la brique de sécurité qui va intrinsèquement avec. Et ça, nous, on les classe dans le WAN hybride. Parce que finalement, faire du local breakout, donc de l'évasion d'une partie du trafic en local sur le site, on n'a pas besoin de SD-WAN pour le faire. Avec les architectures historiques, on pouvait très bien amener une liaison Internet en local et puis évacuer le trafic. Donc pour le coup, le SD-WAN amène un peu d'automatisation, mais rien de plus. Ce qui commence à être intéressant, effectivement, c'est l'automatisation des tunnels. Là, pour le coup, intrinsèquement au SD-WAN avec l'orchestrateur qui pilote X tunnels. Sauf que ce point-là, il est intéressant pour les fournisseurs de services, mais finalement pour le client qui achetait un service de MPLS, qui n'a jamais qui s'est jamais connecté sur un routeur MPLS pour configurer ses VPN, que le SD-WAN amène une automatisation ou pas sur ce point-là, j'ai envie de dire, c'est pas son problème. Donc finalement, il n'y a pas une vraie valeur ajoutée côté client, côté société finale sur ce point-là. Là où ça devient intéressant, c'est sur la brique analyse de trafic, qui sert de support, un reporting avancé, que les clients n'avaient pas, ou par l'adjonction de sondes, etc. Il n'y avait que certains clients qui pouvaient se permettre, et surtout la fameuse fonction de traffic steering, c'est-à-dire le choix de la route avec la meilleure qualité, donc avec toutes les fonctions de vérification du SLA, de la perte de paquets, etc. Donc ça, pareil, c'est une fonction qui a été beaucoup présentée dans différents webinaires, donc je ne vais pas y revenir. Le point important, c'est que justement, ces fonctions
du coup, ajoute un peu de valeur ajoutée, mais pas forcément suffisamment pour créer le besoin et de se dire, et qu'une société se dise, OK, je dois migrer en SD-WAN, je dois quitter l'architecture MPLS actuelle. On ne provoque pas assez, en fait, on n'amène pas assez de valeur pour se permettre d'aller vers la SD-WAN. Et c'est pour ça qu'on va appeler donc, nous, le SD-WAN mature. C'est le SD-WAN qui intègre également d'autres fonctions qui existent déjà, certaines sont assez récentes, mais qui en tout cas vont amener la vraie valeur ajoutée du SD-WAN et qui va permettre de se passer complètement du MPLS. Donc on va d'abord parler des fonctions de central breakout, c'est-à-dire de la possibilité d'évader effectivement du trafic en centrale vers mon siège, vers un cloud public, vers un cloud privé, et non plus simplement de choisir en local. La possibilité justement de mettre en place des connectivités cloud de manière cloisonnée et sécurisée vers les clouds publics, les clouds privés. Très intimement lié le routage par contexte, c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir de faire du routage suivant mon utilisateur, mon groupe d'utilisateurs, mon VLAN, mon application. Et là, effectivement, je vais pouvoir répondre à des problématiques de société avec différents services, différentes filiales. Et ça, c'est ça qui va être intéressant. Le côté cloisonnement qui va avec, une société qui a plusieurs filiales, historiquement, elle les cloisonnait au sein de labels dans le MPLS. On va retrouver les mêmes fonctions de cloisonnement au sein du VPN qui vont être indispensables pour vraiment reproduire les fonctions historiques du MPLS dans le SD-WAN. Sur la brique on demand, je ne vais pas la détailler ici puisque je la détaille dans 2 ou 3 slides, mais ça, c'est pareil, ça va être un point important dans l'aspect justement, dans le périmètre ISO, la non-régression versus le MPLS. Et enfin, sur la brique analyse de trafic, brique qui est souvent, comme je le disais tout à l'heure, très présentée pour le traffic steering, ce qui n'est pas forcément vu et pourtant qui amène une valeur ajoutée énorme, un énorme potentiel de valeur ajoutée pour les entreprises, c'est la visibilité applicative. Pouvoir savoir, application par application, quel est mon niveau de SLA, quelle est ma latence magique, est-ce que l'utilisateur, il ressent justement, est-ce qu'il a un confort par application par application. Et ça va être important, tant sur le rendu de qualité de service versus les utilisateurs, mais aussi sur l'aspect Shadow IT, IoT, etc., où la DSI va pouvoir aussi se rendre compte que certains trafics transitent sur son infrastructure et elle n'était pas au courant. Et ainsi, va pouvoir aller voir les personnes concernées pour non pas bloquer, puisqu'on ne peut pas bloquer le Shadow IT, on ne peut pas empêcher les gens de l'entreprise de travailler. Par contre, d'aller contrôler, de mettre en place les briques nécessaires pour sécuriser ces trafics qui aujourd'hui passent quand même, mais pas forcément sécurisés. Et le dernier point qui est important, c'est la partie SSL. Les premières solutions de SD-WAN n'intégraient pas forcément de capacité à déchiffrer le SSL. Et concrètement, tout le trafic comme Facebook ou équivalent qui transite sur HTTPS tombait dans une classe de service unknown, inconnue ou par défaut. Et du coup, on perdait vraiment l'un des intérêts de cette analyse de trafic. Et du coup, forcément, avec le trafic grandissant d'HTTPS, tout est encapsulé dedans, ce point devient majeur pour avoir une vraie visibilité applicative. Voilà sur les points de base. Et maintenant, je vais m'attaquer aux certains préjugés du SD-WAN qui sont encore valables aujourd'hui et qui, pour nous, vont justement, 2020 va être l'année où on va les voir disparaître. Alors, le premier préjugé, c'est, on entend souvent dire le SD-WAN, c'est bien, mais par contre, il va venir compléter le MPLS. Voilà, on va venir rajouter une liaison Internet, on va mettre une brique SD-WAN, on va venir rajouter une liaison Internet, mais on va conserver notre lien MPLS. Bah déjà, ok, mais quel est l'intérêt du coup du SD-WAN, sachant qu'on pouvait le faire en MPLS, en WAN hybride. Donc, Et deuxièmement, pourquoi on dit ça? Généralement, c'est justement par rapport aux quelques facteurs là que j'ai écrit en noir dans le slide. C'est des notions de qualité réseau, latence gig, c'est des notions d'engagement de service et de rétablissement. Et c'est aussi des notions un peu plus liées à l'architecture et aux capacités au MPLS de fournir du full mesh, notamment pour des flux peer-to-peer comme la téléphonie sur IP. Alors, si on reprend les arguments 1 à 1, déjà sur la partie latence et gig, il faut bien comprendre que de toute façon, le SD-WAN, intrinsèquement avec son traffic steering, va avoir des capacités justement à mesurer ces facteurs et à
utiliser le meilleur chemin, hein, avec l'analogie qu'on voit dans plusieurs webinaires avec l'application Waze. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que intrinsèquement, avec le SD-WAN, on va pouvoir souscrire à des liaisons Internet haut débit. Et donc, on va passer d'une liaison 2 mégas à une liaison à plusieurs dizaines, voire centaines de mégas. Et donc, forcément, si je prends l'analogie avec la route que vous avez sur le slide, pour un même nombre de voitures, hein, si j'ai deux fils et si j'ai 4 fils, je vais pas avoir les mêmes bouchons, les mêmes effets d'accordéon. Et donc, factuellement, la qualité va être forcément améliorée puisque je vais avoir le même niveau de trafic qui va un peu augmenter au fil des années, bien évidemment, mais à un instant T, en basculant sur une infrastructure SD-WAN avec de la liaison broadband, je vais améliorer, augmenter mon nombre de voies d'un coup sur mon autoroute et donc forcément diminuer l'effet bouchon, diminuer l'effet accordéon et donc effectivement intrinsèquement améliorer ma qualité réseau. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur la notion de qualité et de temps de rétablissement, il faut changer de paradigme. On n'est plus sur un sujet de ma liaison tombe en panne et j'engage mon partenaire, mon opérateur, ma société de service à venir réparer dans un temps donné. Non. Le SD-WAN, on va utiliser des liaisons avec forcément des temps de rétablissement qui seront de plusieurs heures, voire journées. Donc, il faut oublier cette partie-là. On va venir redonder, on va amener plusieurs liaisons et on va gérer, donc on va plus gérer un engagement de réparation, on va gérer un taux de disponibilité applicatif. Et c'est ça le point important, c'est que forcément, mes liaisons à un moment donné, elles vont tomber en panne pendant X temps. Mais par contre, comme elles sont redondées, mes utilisateurs, bon certes, je vais avoir un peu moins de débit, mais ça va être transparent pour mes utilisateurs. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, forcément, intrinsèquement, en ne parlant plus de temps de rétablissement, mais en parlant en redondant les liaisons et la capacité, on va améliorer le taux de disponibilité mathématiquement. La redondance sera toujours beaucoup plus meilleure pour gérer un taux de disponibilité qu'un engagement de réparation. C'est factuel. Enfin, l'architecture, la fameuse architecture full mesh, qui est justement l'un des points, les avantages majeurs du MPLS, hein, l'une des forces. Ça a été une des problématiques, hein, clairement, sur le SD-WAN première génération, puisque reproduire une interconnexion de tous les sites faisait créer un nombre équivalent de VPN et du coup surchargeait les machines, hein, puisque ça demandait plus de capacité processeur. Aujourd'hui, dans les solutions matures, on a la notion de tunnel on demand, de tunnel dynamique. Et ceci permet de totalement remplacer la notion de full mesh et donc d'être à ISO périmètre fonctionnel. On n'a plus de régression par rapport au MPLS. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel dynamique? C'est simplement la capacité à la solution de détecter quand une succursale A veut discuter avec une succursale B. Le trafic va d'abord transiter sur le site siège ou le site hub, hein, comme dans toute architecture SD-WAN. Mais la solution, du coup, va détecter que ce trafic fait du tromboning, donc remonte vers le site du haut et redescend vers la deuxième succursale. Et donc, va créer un tunnel direct de la succursale A à la succursale B pour faire transiter ce trafic pendant la durée de la communication. Et donc, du coup, je n'ai plus besoin de créer des tunnels entre tous mes sites, puisque grâce à cette fonction, en fait, je vais utiliser une fonction full mesh que sur demande, et donc je vais avoir l'avantage d'avoir la solution, en plus sans surcharger mes équipements. Et ça casse justement l'une des légendes du SD-WAN, hein, qu'on a vu chez plusieurs partenaires ou clients, comme quoi la voix sur IP, la téléphonie sur IP ne fonctionne pas sur du SD-WAN parce qu'il y a beaucoup de gigs, etc. Ça, c'est sûrement dû au fait que sur les premières générations de SD-WAN, on était justement forcément en mode tromboning, où du coup, pour pas surcharger, on mettait pas en place du full mesh. Et donc, quand la succursale A dialoguait avec la succursale B, on transitait forcément par le site hub le plus proche. Et donc, forcément, le chemin était plus long. On ajoutait un certain paramètre de gig ou de jitter, etc. Et du coup, forcément, il y a un moment, il y avait un impact sur la qualité de la voix. Mais ceci n'est plus vrai aujourd'hui grâce à ces fonctions de tunnel on demand. Et donc, il n'y a plus de raison, effectivement, de dire que la voix ou d'autres applications critiques ont besoin du MPLS pour fonctionner correctement. Le deuxième préjugé, c'est la complexité du SD-WAN. Alors, oui, certes, derrière le SD-WAN, il y a des choses un peu compliquées. Hein. Forcément, ces technologies ne se mettent pas en place en claquant des doigts. Mais en même temps, est-ce que le MPLS était beaucoup plus simple?
Et la réponse est bien évidemment non. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, les clients, les sociétés ne sont jamais allés configurer un backbone MPLS. On leur fournissait un service. Et c'est bien là le point important, c'est que pour nous, le marché du SD-WAN, à l'exception de quelques très grands clients, est un marché de services managés, comme l'était le MPLS. Et donc, que le SD-WAN soit compliqué ou simple, c'est pas l'affaire du client. Le client, ce qu'il veut, c'est un service de connectivité. Et ce service de connectivité sera fourni par des liaisons Internet banalisées et du SD-WAN. Et le client va utiliser, par contre, les fonctions de reporting et les fonctions de sécurité intrinsèques. Mais la complexité ou non, la capacité à admettre des tunnels ou non, ne va pas l'intéresser, entre guillemets. Le troisième préjugé, c'est le côté grand groupe. On a entendu aussi beaucoup parler, le SD-WAN, c'est que pour les très grands clients. Et donc, si vous êtes une ETI, une PME, c'est pas pour vous. Il faut bien se rendre compte que sur le marché de la connectivité en France, on peut le découper en 3 blocs. Le marché MPLS, le marché des sociétés qui prenaient déjà des liaisons banalisées et qui montaient des tunnels VPN IPsec, donc finalement les prémices du SD-WAN, mais sans l'automatisation et sans les fonctions annexes. Donc, c'était un peu de boulot au niveau exploitation, parce qu'il fallait monter les tunnels entre guillemets à la main, mais il y a beaucoup de sociétés, des petites comme des plus grosses, avec plusieurs centaines, voire milliers de sites, qui fonctionnaient comme ça. Et enfin, on a la même chose, mais côté international, où des sociétés mixaient du MPLS en France, mais par contre interconnectaient leur site en VPN IPsec à l'international pour des notions d'éligibilité, de coûts, etc. Et ces 3 marchés étaient adressés par tout type de société. On ne peut pas dire les très grosses sociétés étaient dans le marché MPLS vert et les petites dans l'autre. Non. On a vu tous les cas de figure. Et très bien des petites sociétés avec 2 sites avoir un backbone MPLS, avoir des liaisons VPN MPLS, et à l'inverse, des fast-food de plusieurs milliers de sites avoir uniquement un VPN IPsec entre tous les magasins et ne pas avoir du tout de MPLS. Et donc, pour ce faire, le marché du SD-WAN va concerner tous ses clients. C'est pour ça qu'on parle d'un marché du SD-WAN et pas de la technologie SD-WAN, puisqu'effectivement, on va pouvoir répondre aux besoins de tous ses clients. Dernier préjugé, là, les coûts. Alors là, on a un peu entendu de tout, puis surtout, ça a évolué. Quand le SD-WAN est arrivé, on s'est dit ça va vraiment avoir un impact, on va vraiment diminuer les coûts. C'était porté par notamment les États-Unis, où il y avait une forte diminution des coûts. Après, ça a été un peu démenti en disant non, finalement, le MPLS, c'est pas si intéressant, c'est du cas par cas, etc. En fait, pour être clair, si le SD-WAN est pris dans sa globalité, c'est-à-dire que le projet SD-WAN est mené avec une réflexion sur les liens, il y a forcément des optimisations et des gains pour la société, pour le client. Par contre, effectivement, et ça a été l'erreur des premiers projets, si le projet de SD-WAN est mené vraiment plutôt techno, en parallèle et on reste sur un backbone historique identique à précédemment, là forcément c'est mathématique. Vous payez X parce que vous gardez les mêmes liaisons et vous rajoutez un nouveau service, vous allez payer plus cher. Et donc c'est pour ça que le sujet, ce préjugé, il est uniquement lié au fait que les premiers projets ont été dissociés. On a dissocié d'un côté les liens et de l'autre côté la technologie, alors que non, c'est une solution de connectivité, donc il faut l'avoir dans son ensemble. Et donc forcément, il faut avoir une réflexion également sur les liens pour amener de la connectivité différente, mais du coup moins chère. Et ainsi, le gain généré par le changement au niveau des liens paye mais largement les fonctions de SD-WAN. Et en plus, du coup, intégré à ces fonctions, je vais avoir toutes les fonctions de reporting et de sécurité que je n'avais pas forcément avant ou que je payais à côté. Et donc, c'est là où ça va être intéressant. Voilà pour les préjugés. Donc, on va conclure ce webinaire et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Donc, le but d'aujourd'hui, comme Marc vous l'a dit, c'était pas de représenter le SD-WAN, parce que vous pouvez trouver de nombreux webinaires sur cette plateforme qui vous feront effectivement, qui vous détailleront tous les points, le marché, etc. C'était simplement pour mettre le focus sur le point que il faut arrêter de parler de marché du SD-WAN, parce que c'est vraiment le SD-WAN pris dans son ensemble, ça va être un service et il va venir en fait faire évoluer le marché de la connectivité. Et c'est pour ça que
on n'a pas un marché qui va cibler certains profils de société. C'est bien le marché de la connectivité qui concerne du coup forcément toutes les entreprises multisites qui va évoluer vers cette technologie puisqu'elle remplace avantageusement les technologies historiques. Et donc notre ambition chez Pixia, c'est de vous accompagner sur ce sujet-là en tant qu'opérateur wholesale de SD-WAN. Et donc nous sommes disponibles durant les quelques minutes qui nous restent durant ce webinaire pour répondre à vos questions. Vous pouvez également, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou via les contacts qui s'affichent. Et si vous êtes présent à Disneyland lors de l'IT Partner le 11 et 12 mars prochain, n'hésitez pas à venir nous voir pour répondre à vos questions et également vous présenter l'offre un petit peu plus en détail et effectuer des démos. Voilà, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et vos questions et n'hésitez pas donc à poser des questions dans le chat. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions. A priori, on a été limpide. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, l'objet de ce webinaire, c'était, comme ça a été dit, de faire le point et surtout de bien démystifier un certain nombre de choses. Comme l'a dit Nicolas, le SD-WAN, c'est vraiment, on pense que c'est plutôt dans du mode opéré, amené par des services d'opérateurs ou vis-à-vis des clients finaux ou d'intégrateurs. Donc c'est pour ça que on se positionne comme wholesale. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, les équipes commerciales des deux grands opérateurs historiques en parlent assez peu à leurs clients. Et quand on regarde les offres dites SD-WAN au catalogue de ces deux opérateurs, ça reste des offres, j'allais dire, très un petit peu low cost. En tous les cas, aujourd'hui, Orange et SFR, pour pas les nommer, n'ont pas fait jusqu'à présent le choix d'une solution SD-WAN de classe opérateur comme ont pu le faire d'autres opérateurs américains. Et c'est pour ça qu'on sait, puisqu'on est quand même bien à l'écoute de ce marché, on sait que certains fournisseurs américains, s'ils voient que le marché européen, notamment le marché français, bouge pas, vont vraiment venir se positionner parce que pour eux, ça reste un marché à prendre, quoi. Alors, on nous dit, attendez, j'ai une question. Bonjour, sur quel type de projet travaillez-vous avec Bouygues? Alors, en fait, nous, on travaille pas spécifiquement avec Bouygues. On a, comme on le disait, on se positionne comme fournisseur d'une solution wholesale, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des intégrateurs, des opérateurs de services, plutôt alternatifs, qui souhaitent mettre à leur catalogue d'offres une solution SD-WAN. C'est leur solution SD-WAN. Par rapport, alors on fait bien ce distinguo, par rapport à d'autres solutions constructeurs, vous avez des intégrateurs et des opérateurs qui proposent aujourd'hui, on va citer par exemple des solutions qui se disent SD-WAN comme les solutions Fortinet ou Meraki, mais là l'intégrateur vend un boîtier Meraki, vend un boîtier un firewall Fortinet avec les fonctions d'orchestration. Le positionnement de Pixia, c'est pas du tout ça. C'est vous êtes intégrateur, on vous met à disposition une plateforme. Donc, on a mis, nous, en place tous ces mécanismes que Nicolas a un petit peu un peu rappelé, mais c'est votre offre à vous, intégrateur ou opérateur de service, c'est votre offre de service SD-WAN. C'est pas la revente du boîtier de Pierre-Paul Jacques. Donc, c'est ça cet aspect-là. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, on travaille pas avec Bouygues. On a un certain nombre d'intégrateurs et d'opérateurs qui ont leur offre SD-WAN et en marque blanche, donc c'est du Pixia derrière. Donc, je pourrais citer des gens comme Interdata, comme Interway, comme Initech, d'autres qui sont en train de tester notre solution. Très concrètement, aujourd'hui, Bouygues ne teste pas la solution Pixia et à ma connaissance, l'offre SD-WAN managée de Bouygues est à base du produit Versa Network. Donc voilà, pour répondre à la question. Donc ça, c'est la première chose. Et alors éventuellement pour préciser Nicolas,
On se positionne bien, hein, le SD-WAN, on l'a un peu rappelé, hein, c'est une solution où on définit un réseau virtuel, hein, on applique au monde des télécoms ce que l'on fait depuis 10 ans au monde des systèmes, hein, c'est des réseaux virtuels définis par logiciel, et on s'appuie sur des réseaux de transport physique qu'on appelle les réseaux underlay. Donc typiquement, mais ça, Pixia ne fournit pas ces tuyaux, que ça soit à la fois les liens VDSL, ADSL, FTTH, ou les liens 3G, 4G que le client ou le partenaire peut aller prendre chez Orange, SFR et Bouygues. Donc, j'allais dire indirectement un partenaire, on a des partenaires qui, inversement, travaillent beaucoup avec Bouygues comme fournisseur de tuyaux, à la fois pour les connexions cuivre et pour les connexions 4G, si c'était ça le sens de... Donc, c'est pas Pixia directement. Il se trouve que dans nos partenaires, on en a un effectivement qui travaille beaucoup avec Bouygues, mais au même titre qui peut travailler avec SFR, les divisions opérateurs, enfin wholesale de ces opérateurs. Alors, peut-être que la question était parce que tu avais cité Orange et SFR aussi, et pas Bouygues. Donc, en fait, si c'est la question était là-dessus, en fait, Orange et SFR représentent 90% de part de marché du marché d'entreprise, en fait, de la connectivité d'entreprise. Et donc, Bouygues, 5%. Donc, c'est pour ça qu'on on cite effectivement les deux principaux. Il faut savoir que Bouygues est très présent, effectivement, historiquement sur le mobile et sur d'autres segments. Mais sur le marché de la connectivité WAN d'entreprise, ils sont arrivés un peu après les deux autres et donc, forcément, sont beaucoup plus petits. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas cités. C'est pas parce que forcément on travaille avec eux qu'on ne les a pas cités. C'était plutôt par rapport à ces métriques. Ensuite, il y a eu une question sur la presse en ligne. Donc, oui, vous la retrouverez dès demain ou dès lundi sur notre chaîne YouTube. Ouais. Alors, effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, pour préciser, hein, le marché du réseau d'entreprise, hein, du WAN en France, hein, qui fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Hein. Le marché des télécoms en France, c'est un peu moins de 10 milliards d'euros. On va dire 4 milliards d'euros tout ce qui est mobile, donc les flottes de mobiles d'entreprise et le machine-to-machine. 3 milliards d'euros la téléphonie, donc qui va vivre qui est en train de vivre aussi pas mal de bouleversements avec l'arrêt du réseau téléphonique commuté. Et le réseau de la data, le réseau du WAN, comme l'évoquait Nicolas, avec une partie MPLS et une partie PSEC qui fait 3 milliards d'euros. Sur ces 3 milliards d'euros, Orange est autour de 70% de part de marché. Alors après, quand on va un peu dans le détail, sur le segment de la TPE, Orange a un peu plus, enfin est plus près des 85-90% de part de marché. Sur le segment des très grands comptes, Orange est un peu plus de 50%. Ensuite, vous avez SFR qui est autour de 20%. On l'a dit, Bouygues Entreprise sur le WAN qui est autour de 5-6%, sachant que Bouygues, dans les derniers mois, a racheté des acteurs comme Keio et Nerim qui avaient des parts de marché à la fois en téléphonie et en data. Donc là, il y a une volonté de Bouygues Télécom Entreprise de prendre des parts de marché. Et vous avez, sur les 300 opérateurs qui ont déposé une licence auprès de l'ARCEP, vous en avez une petite centaine qui sont vraiment actifs, où on retrouve des acteurs comme Adista, Hubwan, Jaguar, Céleste et quelques autres. Voilà. Donc c'est ça le paysage du marché du WAN en France. Donc on évoquait Bouygues. Donc Bouygues a fait le choix, à mon avis, à la fin de l'été, enfin on est sûr, d'une solution qu'on appelle SD-WAN de classe opérateur. Alors c'est quoi une solution SD-WAN de classe opérateur? C'est une solution dite multi-tenante où vous êtes capable de piloter plusieurs centaines de clients sur la même plateforme. Versus des solutions de type entreprise, hein, c'est un peu comme dans la téléphonie, vous aviez les PABX d'entreprise et les PABX d'opérateurs, vous avez la même chose sur le SD-WAN, et d'autres solutions qui sont plus orientées entreprise, où si vous avez 15 clients, vous êtes obligé de vous connecter sur les tenantes de chacun des clients pour faire des modifications sur l'ensemble de votre parc. Alors, c'est aussi une des raisons du fait que le SD-WAN décolle pas beaucoup, parce que ça a été beaucoup pris au début pour des projets d'intégration. Or, aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, souhaitent acheter des services en mode managé, de moins en moins en mode intégration. Et ce phénomène, on le voit énormément aux États-Unis, hein, puisque les premiers clients étaient ce qu'on appelle en do-it-yourself, en mode intégration, et aujourd'hui, ce mode de fonctionnement d'utilisation du SD-WAN n'évolue plus, et ce qui évolue, c'est le mode managé. Et comme on a les deux acteurs que sont Orange et SFR, qui représentent 90% du marché et qui finalement
communiquent assez peu, ou en tous les cas n'ont pas mis des incentives, on va dire, sur leur force commerciale pour migrer leur parc MPLS vers le SD-WAN, c'est pour ça qu'en France, c'est poussé par quelques opérateurs alternatifs qui parlent d'ailleurs beaucoup de WAN hybride, et il y en a assez peu qui parlent de full SD-WAN. Et c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire en disant, il y a des opportunités à prendre pour des intégrateurs et des opérateurs un peu audacieux, et il vaudrait mieux qu'on se bouge parce que si Ariaka décide d'attaquer le marché européen, ça va faire mal. Bon voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, quoi. C'est l'avenir sourit aux audacieux. C'est des gens qui sont intéressés, qui veulent dans le time to market. Pixia propose et met à disposition une plateforme qui est opérationnelle tout de suite, sans investissement puisque c'est que de l'OPEX. C'est en gros, c'est une location mensuelle au boîtier, donc en fait, ça suit la croissance du chiffre d'affaires. Et je pense qu'il faut que 2020 soit l'année où ça décolle, parce que si ça décolle pas en France, il y en a d'autres qui vont regarder le marché européen et français en se pourléchant les babines, en disant il y a un bon marché à prendre et aller recopier ce qu'on a fait aux États-Unis. Voilà. Je crois que ça conclura très bien ce webinaire. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, vous pourrez retrouver en rediffusion, puis on va mettre les slides en ligne. Merci. Très bonne journée. Au revoir.